Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Orange Advertising, OneTrust, France Télévisions Publicité, Smile Wanted, Solocal et Digiteca, avec pour partenaire média Redcard, partenaire opérationnel, le MBA spécialisé Digital Marketing et Business de l'EFAP. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant. Quelle stratégie d'activation de la data pour la monétisation à l'ère du cookie-less ? Depuis toujours, les entreprises ont accès à une grande quantité de données. Certaines n'hésitent pas à les exploiter au risque d'être à la limite de la légalité, quand d'autres n'osent pas les monétiser par crainte de représailles. Les exigences liées à la protection des données peuvent être dissuasives. C'est pourquoi il est estimé que seule une entreprise sur 12 monétise ces données. Afin de mieux comprendre les enjeux de la monétisation des données, nous demanderons à nos invités 1. Quels sont les impacts des évolutions réglementaires en termes de collecte de données ? 2. Quelle est la différence entre les intentions et l'attention de l'audience ? Et surtout, quel en est l'intérêt ? 3. Comment construire de nouvelles stratégies de monétisation via la data collectée dans un monde cookie-less ? Pour en discuter, Cédric Ambruja de Digiteca, Geoffrey Berton de Query, Romain Février du groupe West France. Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de The Programmatic Society. Aujourd'hui, on va parler stratégie d'activation de la data, notamment pour les stratégies de monétisation, puisqu'on parle de plus en plus de ce fameux cookie-less era, l'ère du cookie-less. Et pour cela, j'ai trois invités. Un invité, Geoffrey, qui sera le porte-parole des technologies, si on peut dire ça. Cédric, qui est une technologie de diffusion vidéo, Digiteca. Bonjour. Et Romain, qui représente un éditeur, le groupe West France, pour parler justement de cette activation, de cette stratégie d'activation de la data pour la monétisation à l'ère du cookie-less. Geoffrey, je te demanderai de répondre à cette première question. Il est souvent question d'activation de la data en publicité digitale, mais on parle de quelle data ? De quelle data parle-t-on ? Alors, on se rend compte qu'il y a des gros enjeux qui arrivent sur le monde de la publicité digitale, tout simplement parce que la data utilisateur est au centre aujourd'hui des activations des stratégies digitales. Et donc moi, je vois trois typologies de data. Donc c'est cette data utilisateur en premier lieu, c'est-à-dire que je vais collecter de la donnée sur un comportement d'un utilisateur, c'est la donnée passée, et je vais essayer d'en prédire des patterns, une évolution pour le futur. Mais on voit aussi d'autres data apparaître, et notamment une qui a le vent en poupe en ce moment, c'est le data contextuel. C'est-à-dire que je vais essayer de comprendre un contenu par rapport à des mots-clés, par rapport à un contexte, par rapport à de la sémantique, par rapport à des sentiments, et je vais essayer de l'intégrer dans ma stratégie digitale. Et enfin, on a aussi des datas souvent qu'on oublie, c'est les datas exogènes, c'est-à-dire les datas extérieures au monde du digital, comme la météo, l'heure, les news extérieures. Donc, par exemple, on peut imaginer que le confinement après 21h a des impacts sur la consommation des gens après cette heure-là. On voit donc sur ces trois typologies de data-là, une data utilisateur qui a une grosse problématique, mais qui est au centre des enjeux aujourd'hui actuels, et deux autres typologies de data qui peuvent être dans les enjeux futurs du monde digital. Donc c'est le moment d'essayer de rebattre les cartes et d'adapter de nouvelles stratégies digitales. Merci Geoffrey. De ton point de vue, Cédric, quand on parle d'activation de la data en publicité digitale, de quelle data parle-t-on ? À un instant, Geoffrey nous a parlé de trois typologies de data, de ton point de vue. Alors effectivement, on a différentes typologies de data. Data de comportement, qui va être liée forcément à de la data personnalisée, de la data utilisateur, de la data contextuelle, comme on a parlé Geoffrey, qui elle est moins liée à de la data utilisateur. De la data intentionniste aussi, qu'on peut aller récupérer effectivement sur... on va prendre le besoin d'un utilisateur sur un produit et après on va pouvoir le retargeter. Une data de transaction,
On va dessiner un utilisateur en fonction de ce à quoi qu'est-ce qu'il a acheté, qu'est-ce qu'il a pu acheter comme produit, et on va pouvoir dessiner des affinités, des centres d'intérêt. Et puis des data socio-démo qui sont là très très proches de l'utilisateur, donc l'âge, le sexe, la zone géographique. Mais effectivement, je rejoins Geoffrey, dans l'ère du cookie-less, le fait que l'on va être beaucoup moins assujetti à avoir cette donnée personnelle, la data de contexte a toute sa valeur, et je pense qu'elle va, on le sent, on sent qu'elle arrive et qu'elle prend de plus en plus d'épaisseur. Merci Cédric. Donc effectivement, une typologie data multiple. Une data, j'allais dire utilisateur, qui était le premier item que tu as évoqué, Geoffrey, qui peut être découpée en sous-typologie, comme tu l'as fait à l'instant, Cédric, notamment quand tu as parlé de la data comportementale ou la data socio-démo, d'une certaine manière. Donc de ton point de vue, j'allais dire en tant qu'éditeur, qui justement a de plus en plus, j'allais dire, de pression, on va peut-être utiliser un mot un petit peu moins anxiogène, mais qui a de plus en plus d'enjeux dans l'exploitation de l'activation, dans l'exploitation de la data. Quand on parle d'activation de cette même data en pub, de quelle data parle-t-on chez Ouest France, par exemple ? Depuis, on va dire, une quinzaine d'années à peu près, et pour faire écho à ce qu'ont dit Geoffrey et Cédric, nous, les éditeurs, on a beaucoup de diffusion basée sur la donnée first party et third party. Donc, notamment les technologies qui ont connu une grosse croissance avec du reciblage à l'époque, et aussi des data marketplaces qui sont constitués en agrégeant, on va dire, des données navigationnelles auprès de différents éditeurs. Donc aujourd'hui, nous, on a été nourris à ça depuis 15 ans. Le contextuel, le media planning était un petit peu tombé en désétude sur certains sujets, même si nous, on l'utilise encore beaucoup en tant que portail de presse. Donc on a beaucoup de thématiques qu'on va adresser pour nos ventes directes, etc. Et on a aussi peut-être une autre donnée qui n'a pas été citée précédemment, c'est la donnée offline, qui est quand même assez intéressante, notamment pour des acteurs type grande surface alimentaire, qui, via le CRM onboarding, vont pouvoir finalement activer des données qui auparavant étaient inaccessibles car offline, comme par exemple les cartes de fidélité d'un contacteur de la grande distribution, et pouvoir cibler des personnes qui achètent des yaourts aux fruits, des couches, etc., qui auparavant étaient infaisables, et de toute façon le capital data de ces acteurs-là n'était pas sur le web mais plutôt offline. Mais un des enjeux que tu évoques, c'est justement une sorte de saint graal de la data. Ce serait de concilier les données online et les données offline. Et c'est vrai que la grande distribution y travaille fortement en s'associant de plus en plus avec des supports médias et un certain nombre de trading desks pour arriver à cet objectif final. Je repense par exemple à l'opération Lustucru entre Carrefour et Trading Desk TradeLab, qui a changé de nom, je fais les fiches. Donc voilà. Mais c'est à peu près cette dimension-là. Quand on parle d'activation data aujourd'hui, il y a 7 enjeux qui se positionnent de plus en plus. Et d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup d'éditeurs et groupes médias se sont équipés de DMP, Data Management Platform à l'époque, parfois avec succès, parfois sans. Encore faut-il savoir se servir de la DMP, je ferme la parenthèse. Tout à fait. Non, mais après, il y a beaucoup de choses qui sont faisables aussi sans DMP. Mais ceci dit, avec le contexte actuel, on verra s'il ne faut pas changer un peu de paradigme sur l'utilisation de la donnée, la segmentation du moins. Merci Romain. Alors, on comprend effectivement de quoi il s'agit maintenant, grâce à vous, quand on parle d'activation de la data en publicité digitale. Mais c'est quoi les impacts des évolutions réglementaires qui ont été nombreux, j'allais dire par le législateur, mais également par des entreprises privées, notamment à horizon 2022. Nous parlons de Google en l'occurrence. Quels sont les impacts des évolutions réglementaires en termes de collecte de data, de ton point de vue, Geoffrey ? Alors, si on parle de réglementation, on a principalement le RGPD, mais on a aussi la loi d'informatique et liberté. Mais si on parle du RGPD, on a donné avec le RGPD un outil à l'internaute de pouvoir comprendre ce qui se passe avec sa data, de pouvoir avoir un choix de partage de sa data, et aussi le pouvoir de récupérer, de supprimer la data qui est stockée par les acteurs. Et donc ça, on voit très bien que on a un coût de bambou sur la data utilisateur qui va être plus difficile à collecter, qui va être de plus en plus cher à collecter et qui va devenir de plus en plus rare. Et le problème, c'est que les modèles économiques autour de la data utilisateur ont besoin d'énormément de data. On est sur de la big data, plus on a de la data, plus on touche une pertinence qui est forte.
Et donc ça, on a un problème sur la pertinence, mais on a aussi un problème sur le marché où on va se retrouver avec des annonceurs qui vont se battre pour les mêmes audiences, donc ils vont avoir un prix de la data qui augmente, mais aussi un prix de l'inventaire qui va augmenter sur cette audience-là bien précise. Et pour les éditeurs, on va avoir un problème aussi, parce que même si les revenus sur ces audiences-là vont augmenter, l'inventaire monétisable sur les users va diminuer. Donc il faut trouver un moyen de monétiser ces internautes, son inventaire, non plus sur les cookies, sur la data, mais éventuellement sur des solutions cookieless, comme le contextuel, mais aussi consentless, c'est-à-dire sans consentement. Si l'utilisateur ne donne pas son consentement pour la collecte de data, on fait quoi aujourd'hui ? Il n'y a pas beaucoup de solutions, hein, c'est un peu compliqué. Donc voilà. Et c'est peut-être pas autorisé. Et ce ne sera peut-être pas autorisé. Mais c'est pas ce que dit la RGPD. D'accord. Mais attendons data privacy. Privacy Sandbox. Ouais. Mais qui se base sur la data utilisateur de Chrome aujourd'hui. Très bien. Merci Geoffrey. De ton point de vue, Cédric, quels sont les impacts des évolutions réglementaires en termes de collecte de data ? Alors, les évolutions... Je m'excuse, j'ai eu un trou de mémoire, mais je pensais à e-privacy. E-privacy, oui. Voilà. Donc c'est pour ça que je disais, excuse-moi, j'ai un côté un peu escalier, mais c'était important pour moi d'expliquer pourquoi je me suis mis à faire cette précision sur e-privacy. Pardon. Donc, Cédric, selon toi, quels sont les impacts des évolutions réglementaires en termes de collecte de data ? Donc depuis 2018, effectivement, l'arrivée du RGPD et l'arrivée d'iPrivacy, qui aurait dû être validée en 2019, en 2019 et qui prend un peu de retard, mais qui influence quand même les standards IAB, TCFV1 et TCFV2 qui ont été mis en place. D'ailleurs, le TCFV2 a été mis en place en septembre 2020. Je pense que Romain va en parler, non sans mal, et les répercussions chez les éditeurs, elles sont encore difficilement appréciables. Pourquoi ? Parce qu'on est encore en train de mettre en place cette réglementation, ce TCFV2. On observe des périodes de grâce, notamment de Google, qui vont durer jusqu'au 15 novembre prochain. Donc, le réel impact de ces standards et de ces réglementations, on les aura, à mon avis, fin d'année, début d'année prochaine. Donc l'impact direct, c'est ces données personnelles. On va avoir beaucoup plus de mal, comme le disait Geoffrey, à les récupérer. Si on a plus de mal à les récupérer, alors effectivement, la data qu'on a citée précédemment, comportementale, intentionniste, transactionnelle. Toutes celles-ci, elles ont besoin d'avoir une donnée personnelle, donc elles seront forcément impactées. Donc potentiellement, ça peut avoir une répercussion sur le chiffre d'affaires de ces différents publishers, de ces différents éditeurs. Et l'alternative pour eux serait potentiellement d'aller sur du ciblage contextuel, potentiellement hyper contextuel, avec des analyses sémantiques, et de pouvoir capitaliser sur ce nouveau paradigme et faire évoluer le marché, effectivement, parce qu'il faut que le marché puisse suivre ça. C'est pas une habitude. Le marché est habitué à aller utiliser du ciblage personnalisé. Et ça, je pense que c'est un vrai challenge pour tout l'écosystème. Merci Cédric. Donc effectivement, une data, comme le disait Geoffrey, comme tu l'as à nouveau souligné Cédric, plus difficile à collecter, donc plus cher, mais aussi de plus en plus rare. Certes, une augmentation peut-être du prix à l'unité de cette data, mais sur un volume qui va se réduire comme peau de chagrin, puisque pour tous les éléments qu'on a évoqués juste avant. Alors justement, pour toi, de ton point de vue d'éditeur, Romain, au sein du groupe Ouest France, quels sont les impacts des évolutions réglementaires en termes de collecte de data ?
Pour l'instant, avec du sang et des larmes, on a mis en place le TCFV2, ça se passe plutôt bien. On a quand même taux de consentement qui sont plutôt bons. Entre les éditeurs, ça va être 90-95%. Donc aujourd'hui, ce n'est pas un sujet majeur. Ceci dit, au vu de tests qui ont été faits dans différents pays européens, le taux de consentement pourrait passer, divisé par 2, on va dire, dès avril 2021. Donc là, on parle de pression accrue sur les inventaires et sur les cookies, on va dire, de profiling. Là, on aura potentiellement un x2 dès avril 2021. Et à côté de ça, nous, on a un sujet on va dire, sur lequel on travaille beaucoup, c'est la notion de consentless, qui va encore plus loin que le cookieless. Aujourd'hui, selon la lecture de la techno concernant les directives des finalités des CMP, en cas de refus de la finalité numéro 1, aujourd'hui, on n'est plus en capacité d'afficher une pub. On ne parle même pas de pub contextualisée, on ne parle pas de pub profilée, on ne parle rien du tout. Ni vente Même direct, pas une autopromo? Ni vente directe, ni monétisation programmatique, y compris le leader bidding. Donc en fait, c'est quand même un sujet qui est assez inquiétant. Donc il y a un risque finalement que ça devienne un adblocker légal, configurable par l'internaute dans une CMP qui plus est financée par l'éditeur, parce que c'est payant, et c'est normal que ce soit payant, une CMP. Donc c'est quand même un sujet, les possibilités, elles sont pas non plus pas une liste infinie. C'est bien sûr le ciblage sémantique, le ciblage contextuel, le fait de pouvoir avoir un ad serveur de backup, entre guillemets, prenant le relais sur tout ce qui est consentless, éventuellement des utilisateurs logués, qui est un peu l'alpha et l'oméga pour beaucoup de monde, mais ce n'est pas si évident que ça à agréger. Et enfin, les cookie walls, si le cadre juridique le permet. Il y a déjà des personnes qui l'ont mis en place aux États-Unis ou en Belgique, par exemple. Merci Romain. Alors, on a compris qu'il y avait différentes données d'audience, mais il y a une donnée d'audience qui est souvent basée sur les intentions, par exemple les intentions d'achat, on les a un petit peu évoquées tout à l'heure. Mais à cette donnée d'audience qui est souvent basée sur les intentions comme les intentions d'achat, aujourd'hui on voit apparaître une donnée basée sur l'attention de l'audience. Alors moi j'ai une question très simple, quelle est la différence entre ces deux concepts et surtout, quel en est l'intérêt de ton point de vue, Geoffrey? L'intention est basée autour de la data utilisateur. Et donc, c'est un utilisateur a fait quelque chose dans le passé, d'autres utilisateurs ont fait à peu près les mêmes choses, etc. Et donc, je vais pouvoir en projeter des patterns d'activation, de comportement dans le futur. Donc, l'intention, c'est la vision du futur par rapport au passé. L'attention, c'est le présent de l'intention, en fait. Et donc, c'est le ciblage par l'attention, c'est le ciblage par rapport au centre d'intérêt immédiat de l'utilisateur. Et c'est un ciblage où on n'a pas forcément besoin de la data de l'utilisateur, mais on a besoin d'avoir son contexte de lecture, les données externes, le local avec la donnée, par exemple, de Ouest France. Si quelqu'un est en train de lire un article à Rennes, ce n'est pas le même article qu'à Caen, par exemple. Donc voilà, c'est ça la différence. L'intention, c'est le passé et le futur, et l'attention, c'est simplement le présent, l'immédiat. Mais on ne fait pas de jugement de valeur en disant que l'attention est mieux que les données d'intention ne sont pas mieux que les données d'intention. Les données de l'intention ont fait leur preuve. On est capable de faire beaucoup de volume, de la performance, etc. Et elle a toujours, bien sûr, une qualité. Elle est très performante. Mais on a d'autres choses. Le contextuel, nous on se bat pour le contextuel, mais il y a aussi les météos, le local, plein d'autres informations qui nous permettent de cibler l'attention cette fois-ci. Et l'attention, le ciblage de l'attention, c'est quelque chose qu'on fait depuis la nuit des temps. C'est de la promotion, par exemple. L'attention, on est dans un stade de foot, on est en train de regarder un match de foot. Et qui sont les sponsors des matchs de foot? C'est des marques qui cherchent à capter l'attention des spectateurs. C'est ce qu'on fait depuis très longtemps en fait. Merci Geoffrey. La différence, c'est que maintenant, on peut vraiment la mesurer. Oui, on peut la mesurer un peu plus précis et plus précisément. D'accord. Mais voilà, après, les mesures de performance, voilà, moi, je ne veux pas dire que l'intention, c'est mieux que, enfin, c'est moins bien que l'attention, etc. C'est pas ça. C'est moi qui l'ai posé la question. Mais c'est pas toi qui le mix des deux peut avoir quelque chose d'intéressant, bien sûr. Très bien, merci Geoffrey. Alors justement, pour toi Cédric, qui dirige Digiteka, qui est une société qui s'est fait connaître par une technologie proposant la diffusion de vidéos, et pour lequel la vidéo, l'attention est très importante. C'est quoi la différence donc justement entre l'attention et surtout, c'est quoi l'intérêt
de ton point de vue, justement, en distribuant cette technologie axée sur la vidéo? Alors l'intention, j'ai envie de la définir en prenant un exemple concret. Souvent, le retargeting, quand on va sur un produit et on va naviguer, et puis quelques heures, quelques jours après, on nous retarget sur ce produit. C'est toujours un petit peu déstabilisant la première fois qu'on se fait retargeter. Je ne sais pas pour vous, mais la première fois qu'on s'est fait retargeter, c'est toujours assez déstabilisant. On a l'impression d'avoir été un peu espionné. Alors là, je rebondis sur ce que tu disais, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a du mieux ou du moins bien? Mais je trouve que le retargeting exprime bien ce ciblage intentionniste et peut-être le mal-être que ça peut engendrer chez un utilisateur. Alors il a fait ses preuves, hein, effectivement, il est efficace, il permet de retargeter effectivement un produit. Le contexte où on va retargeter, c'est pas forcément un contexte qui est cohérent en fait avec le message qu'on va vouloir faire passer. Ça on le sent quand même. On a l'impression pour un utilisateur peut-être d'avoir été espionné. Ça peut être un peu malaisant. Voilà, moi comment je définirais un petit peu la partie intentionniste. Et sur la partie d'attention, je pense qu'on essaye d'apporter un ciblage qui est, si on doit cibler une annonce, un ciblage qui est cohérent avec le message. Je m'explique. Si je m'intéresse au running, je lis un article sur les bienfaits du running, je suis dans un état d'esprit à un instant T amené à recevoir un message, par exemple, qui m'amène à aller acheter une paire de chaussures de running. Je trouve que c'est cohérent. Ça a du sens. Et cerise sur le gâteau, on n'a pas besoin d'avoir de données personnelles pour ça. Ça, c'est quand même une plus-value que l'on va avoir dans le contexte qu'on est en train de vivre. On le sent, hein, dans le contexte qu'on est en train de vivre. Il va falloir se détacher petit à petit, en tout cas pour certains acteurs, de cette donnée personnelle. Je pense que cette attention, elle est pas, on ne peut pas forcément l'appliquer à tous les supports. Quand je parle de support, je parle des éditeurs. À partir du moment où un éditeur a du contenu premium, a du contenu de qualité, alors on peut facilement attacher un message d'attention. Parce qu'on a un niveau de contenu qui permet d'amener l'utilisateur à un niveau d'attention suffisamment élevé pour pouvoir lui faire passer un message. Je pense que c'est moins approprié, par exemple, sur des réseaux sociaux où on est sur une attention qui est, on va dire, plus volubile et moins prononcée. On peut passer d'un sujet à l'autre, quoi. Merci Cédric. Ce que je comprends, c'est que autant l'intention peut mettre mal à l'aise, le ciblage d'intention peut dans certains cas mettre mal à l'aise l'utilisateur, je dis dans certains cas, et autant l'attention, en général, on frappe toujours plus ou moins bien, en tout cas en termes de ciblage publicitaire par rapport à un contexte dans lequel l'utilisateur a fait déjà une démarche pour y être et donc se sent un peu moins agressé publicitairement parlant, mais plutôt bien ciblé et trouve la publicité comme étant potentiellement une plus-value par rapport à ce qu'il lit. Merci Cédric. De ton point de vue, Romain, donc les données d'audience basées sur les intentions, bon, aujourd'hui, on sait qu'elles ont fait leurs preuves, hein, d'un point de vue business surtout, pour un certain nombre d'acteurs. Pas forcément d'un point de vue expérience de lecture, comme tu l'as évoqué, Cédric. Pour toi, c'est quoi la différence entre ce ciblage d'intention, ce ciblage attention, et c'est quoi l'intérêt pour un éditeur comme West France? Sans vouloir utiliser à tout prix un anglicisme de plus, ce qu'on appelle le moment marketing, ce côté disponibilité d'esprit à un moment T, c'est quand même intéressant à travailler. On n'est pas forcément, en fonction de ce qu'on consulte à un moment de la journée, on va pouvoir souscrire à une assurance vie ou parfois juste acheter une paire de chaussures à 50 €. Ce n'est pas exactement la même implication. Donc l'analyse de la disponibilité d'esprit est importante. Et même si nous aussi, on a quelques appréhensions sur les changements à venir, les perturbations à venir sur les cookies third-party data, pour faire écho à ce que tu disais, Cédric, on pense que les sites à fort contenu éditorial, avec une forte richesse syntaxique, ont une carte à jouer, parce qu'aujourd'hui, entre guillemets, avec l'audience planning, c'était beaucoup, on va dire, le cookie
la position sur la page et donc la visibilité qui faisait foi pour l'analyse des performances, etc. Mais le contenu a quand même une part assez importante, une carte à jouer assez intéressante. Aujourd'hui, ça fait du sens sur un site, par exemple, comme Ouest France, de montrer une pub différente, même si c'est le même cookie, sur une recette de cuisine, sur les sorties culturelles de la ville d'à côté, enfin de la ville où on vit, sur un article de politique internationale. C'est la même personne, c'est le même cookie, mais c'est des contextes différents et ça fait du sens d'avoir finalement des pubs qui soient adaptées. Donc on voit aussi ça comme une opportunité assez intéressante parce qu'on aura une richesse syntaxique, un contenu éditorial qui sera disponible et analysable par des sociétés comme Query ou Digiteka. Merci Romain. On en arrive à notre dernière question. Sur la base de tout ce que l'on vient d'évoquer ensemble sur cette stratégie d'activation de la data, surtout dans un monde cookie-less, justement, comment construire de nouvelles stratégies de monétisation via cette data collectée dans ce fameux monde qui nous attend, ou dans lequel on est déjà, qu'est ce monde cookie-less, de ton point de vue, Geoffrey? Si on parle de la monétisation, je vais juste revenir à ce qu'il a dit tout à l'heure, Romain, ouais. Du sang et des larmes. D'accord. Donc voilà. C'était churchillien pour finir. C'était churchillien, c'était très beau. C'est ça en fait, les éditeurs portent beaucoup le poids, le coût de tout ce qui est collecte de data. Ils font les intégrations, les CMP, les coûts techniques, les branchements, etc. Ils se cassent la tête avec le juridique, c'est très compliqué pour eux. Voilà, je crois que c'est un avant-goût sur ce qui nous attend pour plus tard. On est en TSFV2, ce sera peut-être TSFV3 bientôt. Et il est grand temps qu'on essaie de penser à réduire nos risques autour de la data utilisateur, autour de la data de l'intention, et essayer d'aller chercher quelque chose de différent, qui apporte de la valeur ajoutée, qui apporte quelque chose de nouveau et qui soit périn dans le futur. Donc encore une fois, nous, Query... Tu penses à l'attention quand tu dis ça? On pense à l'attention, mais nous, chez Query, on propose le contextuel, le sémantique, etc. Mais on peut imaginer plein de choses. Encore une fois, le local, la météo, la valeur de la vidéo, tout ça. Il ne faut pas oublier que les éditeurs apportent du contenu, apportent de la qualité de contenu. Et le ciblage de l'attention permet quand même de pouvoir rassembler l'offre de l'annonceur avec le contenu éditorial de l'éditeur. Donc à mon avis, ça a du sens, sans aucune data utilisateur, sans éventuellement aucun cookie, et encore une fois, éventuellement sans consentement, si on gratte un petit peu dans toutes les lois possibles. On peut nous permettre d'aller cibler des utilisateurs qu'on n'arrive plus à recibler demain. Voilà. Merci Geoffrey. De ton point de vue, Cédric, comment on pourrait construire des nouvelles stratégies de monétisation via la data collectée dans un monde cookie-less? Alors oui, dans un monde cookie-less, ce qui se passe dans l'écosystème souvent, c'est qu'on a tendance à se raccrocher à l'existant. Donc j'imagine à la disparition des cookies en 2022, on parle de Google qui a fait une annonce. L'écosystème va vouloir trouver des palliatifs, on va dire, aux cookies, potentiellement techniques, qui peuvent être du fingerprinting, qui peuvent être de l'allocation de domaines, ça peut être utiliser le local storage, des choses comme ça. Mais en fait, à mon sens, c'est pas pérenne. Alors, il y a aussi la Privacy Sandbox qui va arriver avec Google. Tout ça pour essayer de continuer à faire vivre un écosystème avec de la data personnelle. Et à mon avis, alors peut-être que ça va prendre, mais on verra cette partie-là. Mais je pense que les publishers, ceux qui mettent en place les TCF, et effectivement il est compliqué d'aller récupérer les consentements, doivent pouvoir utiliser cette audience effectivement d'attention pour pouvoir tirer leur épingle du jeu et pouvoir du coup promouvoir au sein de cet écosystème une audience qui va être intrinsèquement avec plus de valeur. L'écosystème va se rendre compte de la valeur de cet inventaire au moment où ils n'auront plus les cookies, où ils ne pourront plus cibler avec de la third party data, puisqu'elle n'existera plus. Et donc, l'écosystème va considérer et mieux considérer cette audience d'attention qu'on va trouver chez des publishers qui ont du contenu de qualité,
on va pouvoir mettre en place un ciblage d'hyper-contextualisation. Ça a beaucoup de valeur. J'espère en plus que des outils tiers de brand safety, comme on en entend parler dernièrement, vont pouvoir emboîter le pas à cette avancée technologique qu'est l'analyse sémantique. Parce qu'aujourd'hui, nous qui trafiquons des campagnes de manière récurrente, on observe que les outils de brand safety ne sont pas encore à un niveau suffisant et ils font du blocage de publicité avec des mots-clés. On l'a vu pendant le Covid, c'est terrible. Pendant le confinement avec le fameux mot Covid-19. Le problème, c'est que c'est une analyse de la page qui est effectuée et pas une analyse de l'article. Et donc, quand vous allez sur un site ou un portail, fatalement, même dans un tout petit bout du fil news quasiment invisible, vous allez avoir le mot Covid au moins cité une fois. Donc, la page est mise de côté comme étant unsafe, alors qu'en soi, l'article peut parler de n'importe quoi, de la météo, du football, de cuisine, etc. Elle n'a rien d'unsafe. Et j'ai encore un cas cette semaine où on se retrouve avec des blacklists de mots-clés sur une campagne qui sont sur des mots comme image, Liban, chimique. Enfin, ça en devient terrible pour le publisher, où on se retrouve à bloquer une masse d'inventaire exceptionnelle. C'est une perte sèche énorme. Ouais. Et j'imagine, pour rebondir sur cette audience d'attention, que les progrès d'analyse sémantique, j'imagine que ces tiers de confiance vont se mettre au niveau de cette analyse sémantique pour ne plus bloquer à outrance ces inventaires de qualité. Le message est passé auprès d'IAS et de Médiamitrix. Donc, merci pour... Mais c'est vrai que c'est un thème récurrent que tu évoques là, effectivement. Le mot de la fin pour toi, justement. Non, tu disais ça peut représenter 40 à 50% d'inventaire. 40 à 50% d'inventaire supprimé bien sûr. Sur non consulté, on va dire. D'accord. À un instant T, à partir du moment où on commence à avoir un fait d'actualité qui est assez ciblé, et anxiogène, ça a un effet dévastateur sur les inventaires des éditeurs. Alors que parfois, c'est des sujets satellites au sujet Covid, qui n'ont rien à voir avec le Covid, ou même des articles qui n'ont rien à voir avec le Covid, avec juste le mot Covid référencé sur la page. Alors justement, Romain, tu vas garder la parole pour nous dire, puisque tu auras le mot de la fin, de ton point de vue, comment on construit les nouvelles stratégies de monétisation via les data collectées dans un monde cookie-less ? Je ne pense pas qu'il va y avoir un bouleversement sur les modèles de monétisation en tant que tel. Il y avait des data marketplace qui vendaient parfois de la data en pay-as-you-go à l'impression, soit forfait d'utilisation illimitée, soit c'était des acteurs comme les Trading Desk qui allaient activer des data propriétaires, donc ils étaient en modèle Managed Services avec une équipe commerciale. Je pense qu'en gros, on va avoir à peu près les mêmes modèles. La différence, c'est que dans les segments data, il y en a beaucoup de fournisseurs. Il y a différentes qualités, on va dire. Donc, je pense que sur les modèles sémantiques et syntaxiques, il y aura également différentes qualités. Par exemple, le mot attaque. Est-ce que c'est aujourd'hui le keyword targeting, c'est pas quelque chose de très très nouveau en soi, ça existe depuis longtemps, mais c'est assez manichéen. C'est attaque. Est-ce que c'est attaque terroriste? Est-ce que c'est attaque d'un club de football qui est en berne, etc. On ne sait pas. Ça va être filtré. On parlait du Covid tout à l'heure, et je pense que c'est là-dessus finalement que ça va se jouer sur la pertinence des modèles sémantiques, syntaxiques qui vont être proposés par différents acteurs du marché, en sachant que, comme évoqué précédemment, une DMP, il faut savoir bien l'utiliser. Je pense que ça sera la même chose pour les modèles sémantiques. Je prenais l'exemple des débordements qu'il y avait sur les lookalikes, par exemple, avec, je ne sais pas, 7 millions de cookies femmes enceintes. Quand il y a eu 100 000 naissances en France, ça va toujours un petit peu interloqué. Mais voilà. C'est des choses en fait, qu'il faudra bien maîtriser parce que, entre guillemets, c'est l'analyse du sens de la page, le sentiment de la page qui va faire foi et non plus la détection d'un seul mot-clé, que ce soit en ciblage ou en brand safety. Merci messieurs, ce que je retiens, c'est qu'il ne faut plus se laisser aller à la facilité technologique, mais utiliser cette technologie, ou en tout cas faire en sorte que cette technologie soit un petit peu plus ouverte pour comprendre le contexte dans lequel évoluent les publicités et faire en sorte que les datas collectées sur la base de ces contextes permettent aux annonceurs de bien gérer, j'allais dire, leur stratégie de communication. Donc merci de nous avoir éclairé sur ce point quand même important qui est la stratégie
stratégie d'activation de la data dans un monde cookieless, où on a compris que le ciblage basé sur les intentions devait quand même de plus en plus laisser la place sur le ciblage sur les attentions. Donc merci encore une fois d'avoir attiré notre attention sur ce même sujet. Je vous dis à très bientôt. Merci. Merci. Ainsi s'achève ce débat autour de l'activation de la data pour la monétisation à l'ère du cookieless. Les points à retenir de nos échanges sont les suivants. 1. Il existe 3 types de data en publicité digitale, la donnée utilisateur, la donnée contextuelle et la donnée exogène telle que la météo. 2. Les évolutions réglementaires ont entraîné une collecte plus difficile de la data, favorisant ainsi la rareté de cette même data. La donnée est donc aujourd'hui un produit de plus en plus cher. 3. Les éditeurs se doivent de réduire les risques liés à la collecte de données utilisateurs en allant chercher des datas alternatives telles que la donnée basée sur l'attention. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Orange Advertising, OneTrust, France Télévisions Publicité, Smile Wanted, Solocal et Digiteka pour leur soutien, ainsi qu'à notre partenaire média Redcard, partenaire opérationnel le MBA spécialisé Digital Marketing et Business de l'EFAP. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.